Salut à tous, c'est Alex de Giro News. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. On va pas tester de trottinette, on va pas démonter de roues, pas de vélo électrique. Aujourd'hui on va tester le décret sur les EDPM, les engins de déplacement personnel motorisés. Le fameux décret, celui qu'on attend depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, c'est celui qui fait entrer les engins roulants électriques dans le code de la route. Il était donc très attendu, il est paru au journal officiel le vendredi 25 octobre, c'est-à-dire hier par rapport au moment où nous tournons cette vidéo. Il entre en vigueur aujourd'hui, le lendemain de sa publication. Donc ça veut dire que la plupart des mesures qu'il comprend sont d'ores et déjà applicables, et figurez-vous que nul n'est censé ignorer la loi en France. Voilà donc pourquoi, comme ce décret n'est pas forcément très facile à décoder, j'ai pris un peu de temps hier et ce matin pour essayer de bien comprendre les tenants et les aboutissants des différentes mesures. Et comme on lit beaucoup de choses, beaucoup d'approximations et parfois des vraies erreurs d'interprétation sur les réseaux sociaux ou sur des médias généralistes qui n'ont pas forcément creusé le sujet, je vais essayer de vous clarifier tout ça. Et l'idée c'est qu'à l'issue de cette vidéo, vous sachiez à peu près clairement ce que vous avez le droit de faire, ce que vous n'avez pas le droit de faire, et ce qui va se passer peut-être à court ou moyen terme sur le sujet. Et la première question peut-être justement qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est une bonne nouvelle que ce décret arrive? Dans la mesure où on souhaite, en tant qu'utilisateur, que la mobilité électrique puisse se développer dans de bonnes conditions en France, c'est bien que nos engins, nos trottinettes, nos roues, etc. aient enfin une place dans le code de la route. C'est bien pourquoi? C'est bien parce que ça va sortir tous les utilisateurs de la situation de flou dans laquelle on est aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous souhaitez vous assurer, il y a quelques assurances qui ont développé des offres spécifiques, mais la plupart des compagnies d'assurance ne savent pas très bien comment s'y prendre pour catégoriser un skate électrique, une trottinette, une roue, en fonction de la vitesse, est-ce que c'est homologué CE ou pas. Voilà, ce qui se passe aujourd'hui, ça va aider finalement un peu tout l'écosystème de la mobilité à se mettre en place, et je pense qu'à terme, ça nous permettra de rouler plus sereinement. Donc, à mon avis, c'est une bonne nouvelle, et tant pis si, à cause de cette réglementation, on peut un peu moins rouler comme des punks. On pourra toujours le faire dans les bois ou sur des terrains privés. Allez, après cet avis, qui ça concerne ce décret? Et pour ça, finalement, il faut se demander qu'est-ce que c'est un EDPM. Donc, engin de déplacement personnel motorisé, c'est tous les engins électriques, autres que les vélos à assistance électrique, qui ont leur propre catégorie, qui sont assimilés à des cycles. Donc ça comprend les trottinettes électriques, c'est clairement elles qui sont concernées au premier chef. Ça comprend les monoroues électriques, ou gyroroues, les skates électriques, avec ou sans télécommande, et les gyropodes de type Segway, qui sont les seuls véhicules de cette sélection à être autorisés, à être catégorisés comme EDPM avec une selle. Pour les autres, et notamment les trottinettes, le fait d'avoir une selle vous fait sortir de la catégorie des EDPM pour rentrer dans celle des véhicules terrestres à moteur qui doivent être immatriculés et homologués. En parlant de véhicules terrestres à moteur, c'est également là que vont les draisiennes. Vous en avez certainement vu, c'est ces espèces de petits scooters qui ont l'air de mini-vélos mais qui n'ont pas de pédale et qui ont une poignée d'accélérateur. Ces draisiennes électriques, ou quelle que soit la dénomination qu'on leur donne, ne sont pas des EDPM, elles ne sont donc pas concernées par ce qu'on évoque aujourd'hui, et accessoirement, elles sont toujours interdites si elles n'ont pas été homologuées et dûment réceptionnées auprès des mines. Ok, on passe maintenant à la deuxième question qui est où est-ce qu'on peut rouler? C'était là-dessus que ce décret était super attendu, c'est qu'il allait dire si les EDPM ont leur place sur les trottoirs, sur les pistes cyclables, sur la chaussée. Et bien maintenant, avant il y avait un flou, maintenant les choses sont claires. Voilà comment ça se passe. Il y a deux cas de figure à prendre en compte. Le premier, c'est si vous vous situez en agglomération. Agglomération, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la zone qui va du panneau d'entrée dans une ville jusqu'au panneau de sortie de cette ville. Tout ça, c'est l'agglomération, quelle que soit la voie à l'intérieur. Ça peut être une route, ça peut être une rue, un chemin. Vous êtes en agglomération. Quand on est en agglomération, les EDPM sont autorisés, et il est même conseillé de prendre des pistes cyclables quand il y en a. À défaut de pistes cyclables, ils sont autorisés sur la chaussée à moins de 50 km/h, sur les routes ou rues qui sont limitées à 50 km/h ou moins, et ils sont interdits sur les trottoirs et dans les zones piétonnes. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'on a le droit de prendre sa trotte, sa roue, son skate sur les pistes cyclables en priorité, sur la route quand elle est à 30 ou 50 km/h, si jamais il n'y a pas de piste cyclable. Et si on veut passer sur le trottoir, il faut descendre de son engin, prendre le trolley de sa roue, éteindre sa trottinette, prendre son skate à la main,
Voilà, vous n'êtes pas censé être sur les trottoirs avec un engin qui roule. C'est le principe, on appelle ça, on sanctuarise le trottoir, il est réservé aux piétons et à tous les usagers qui n'ont pas de moteur. Donc ça, c'est pour la situation en agglo. La situation hors agglo, elle dit que les EDPM sont autorisés sur les pistes cyclables et les voies vertes. Les voies vertes, c'est ces espèces de pistes cyclables améliorées qui permettent de faire la liaison entre plusieurs villes, en général dans des sites un peu touristiques, ça peut être le long du canal du Midi par exemple. Là-dessus, les EDPM sont tolérés. En dehors de ça, ils sont interdits sur la voie publique hors agglo. Donc concrètement, vous n'avez pas le droit de prendre une route de campagne limitée à 80 ou 90 avec votre trotte, votre roue, votre skate. Si vous le faites, vous êtes en infraction. Ça pose évidemment un problème pour tous les gens qui utilisent leur engin aujourd'hui pour aller bosser et qui n'habitent pas dans une grande agglomération. Si vous habitez dans un petit village qui n'est pas immédiatement collé à la commune voisine, pour quitter le village et vous rendre à la ville d'à côté, vous allez devoir passer par des voies qui sont hors agglomération. Et si vous n'avez pas de piste cyclable ou de voie verte, vous êtes en infraction. C'est clairement l'un des défauts de ce décret. En tout cas, c'est l'un des points sur lesquels les utilisateurs de DPM, ceux qui roulent déjà au quotidien, demandent déjà une évolution de la loi. On verra si ça arrive. Mais tout espoir n'est pas forcément perdu, parce que j'ai évoqué le cas en agglo, hors agglo. Il y a un troisième cas de figure qui se règle au cas par cas, c'est que la loi d'orientation sur les mobilités prévoit, c'est le cas depuis un an à peu près dans les débats, et ça va être inscrit dans la loi, c'est d'ailleurs rementionné dans ce décret, elle prévoit que le maire d'une ville ou d'une commune puisse prendre des exceptions, des dérogations par rapport à ce qu'on vient de dire. Donc plus exactement, c'est l'autorité de police, mais dans la plupart des cas, ça va être le maire. Il peut décider d'autoriser les EDPM là où normalement ils n'ont pas le droit de rouler. Il peut aussi prendre une mesure qui va être restrictive. Il y a des rues dans le centre-ville qui ne sont pas du tout pratiques, il n'y a pas de piste cyclable. Le maire pourrait décider par arrêté local de dire, bah voilà, les engins, les EDPM ne sont pas autorisés dans tel quartier ou de telle rue à telle rue. Allez, venons-en maintenant au point qui est peut-être le gros morceau de ce décret et le plus difficile à comprendre, en tout cas pour lequel il est le plus difficile de se positionner, notamment quand on est déjà propriétaire d'un EDPM, c'est celui de la limitation de vitesse. Cette limitation de vitesse, déjà bonne nouvelle, les 20 km/h qui avaient été annoncés par la ministre Elisabeth Borne sont oubliés, c'est bien la version qui a été proposée à la Commission européenne qui est retenue. On est sur une limitation de vitesse à 25 km/h, ISO avec celle des vélos à assistance électrique. Donc là-dessus, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est une décision qui semble relativement cohérente puisque ces engins vont être amenés à coexister sur les mêmes pistes cyclables. Maintenant, il y a un point qui est extrêmement important, c'est que ces 25 km/h, ils sont définis par construction. Ce que ça veut dire, c'est que le code de la route va sanctionner non pas le fait de circuler à plus de 25 km/h, l'excès de vitesse comme en voiture si jamais vous êtes flashé par un radar. Non, ce qu'on va sanctionner, c'est le fait de circuler sur la voie publique avec un engin capable de rouler à plus de 25 km/h. Et la sanction, elle n'est pas anodine, puisque c'est une contravention de 5e classe, donc le montant se décide normalement au tribunal, mais ça peut aller jusqu'à 1 500 €, et ça peut être assorti d'une immobilisation, d'une confiscation ou d'une mise en fourrière du véhicule. Donc autant dire que c'est relativement dissuasif, 1 500 €, c'est bien plus cher que le prix de la plupart des trottinettes qui sont aujourd'hui capables de rouler à plus de 25 km/h. Qu'est-ce qu'on entend par construction? Aujourd'hui, le texte ne le précise pas, et on ne trouve pas, en tout cas dans les communications des ministères de l'Intérieur et des Transports, on ne trouve pas de précision qui définissent exactement ce que ça veut dire par construction. En revanche, on voit sur les plaquettes de communication qui commencent à être distribuées que les utilisateurs d'un engin qui aujourd'hui est capable de rouler à plus de 25 km/h peuvent se rapprocher du constructeur ou du vendeur pour obtenir une mise en conformité de leur engin. À partir du moment où l'utilisateur est capable de justifier qu'il a bien pris des mesures pour que son engin ne dépasse pas 25 km/h, il devrait pouvoir échapper aux sanctions. Si vous achetez une trottinette neuve, elle sera de toute façon bridée à 25 km/h. Ituo, par exemple, qui commence à commercialiser sa GT, la commercialise bridée à 25 km/h. Personne n'est dupe, c'est très facile de la débrider, mais si vous touchez à rien, elle est limitée à 25 km/h. Il suffit par exemple de garder le manuel sur vous qui va préciser cette limite de vitesse, et en principe, vous êtes dans les clous. Au pire, on fait un contrôle et on voit que vous respectez la loi. Si jamais vous êtes au volant d'une Dualtron Thunder ou d'une Dualtron Ultra ou je ne sais quoi, un modèle qui est connu pour rouler extrêmement vite,
il vous faudra justifier le fait qu'elle roule à 25 km/h, qu'elle est limitée à 25 km/h. Si vous faites poser une bride, ça peut être un justificatif fourni par le revendeur, par exemple. Ça peut être un mode d'emploi fourni par le constructeur qui précise cette vitesse à 25. Mais dans ce cas-là, attention, si vous tombez sur quelqu'un d'un peu zélé, il sera peut-être pas dupe. S'il suffit d'appuyer sur un bouton pour débrider la trottinette, il n'est pas dit que ça tienne. Okay, là-dessus, je pense que on parle dans d'autres domaines, on parle du comportement bon père de famille. Je pense que c'est vraiment cette doctrine-là qui va prévaloir du côté des forces de l'ordre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne vous a pas pris en flagrant délit de rodéo urbain, à partir du moment où vous avez quelque chose qui permet de justifier que votre engin est bridé à 25 km/h, en principe, vous devriez être tranquille. Le but, c'est pas d'interdire aux EDPM de circuler, c'est justement de les encadrer pour qu'ils puissent circuler plus largement. Maintenant, la question des équipements. Il y a eu un débat, le même que celui dans le monde du vélo il y a quelques années, sur le port du casque obligatoire ou non. Et il y a pas mal de wheelers, trotteurs et autres qui militaient pour que le port du casque soit obligatoire, en disant, finalement, imposer un élément de protection comme ça, c'est sécuriser les utilisateurs, c'est inciter finalement à avoir une pratique vertueuse de la route. Le problème, et c'est pour ça que le casque n'est pas obligatoire aujourd'hui en vélo, c'est que les acteurs industriels, les revendeurs, les opérateurs de flotte en libre service et autres considèrent que imposer un équipement de protection, c'est s'exposer au risque de réduire les usages. Et c'est vraisemblablement cette opinion qui a gagné dans le débat, puisque aujourd'hui le casque n'est finalement pas obligatoire quand vous circulez en agglomération ou hors agglo sur des pistes cyclables dans le cadre légal de ce qu'on évoquait tout à l'heure. Il y a quand même un cas de figure dans lequel le casque devient obligatoire, si jamais il y a une dérogation pour que vous puissiez circuler sur une route ouverte avec votre DPM, alors vous devez porter non seulement un casque, mais des équipements de visibilité. C'est tout à fait compréhensible, quand on est en trottinette sur une route ouverte où circulent des voitures, il vaut mieux être protégé. Maintenant, d'un point de vue utilisateur, ça crée une exception qui du coup rend le scénario assez difficile. Ça veut dire je pars de chez moi, j'habite en ville, j'ai pas besoin de mettre mon casque, mais dès que j'arrive sur la route, il va falloir que je le mette. Alors bien sûr, je suis un utilisateur prudent et je vais le mettre dès que je pars de chez moi, mais d'expérience, tout ce qui crée des régimes d'exception comme ça entraîne des erreurs d'interprétation, des erreurs de compréhension, et au final, ça finit par desservir la cause plutôt que de rendre service. Ensuite, il y a la question des équipements de visibilité. Donc, équipement de visibilité, c'est le port d'un gilet jaune, par exemple, ou le port d'un élément réfléchissant que vous allez fixer sur le casque, devant, derrière, ou le port d'un brassard, vous voyez, ce genre de choses, qui vous permettent d'être visible la nuit ou dans des mauvaises conditions. Ça, c'est obligatoire, justement, la nuit ou dans de mauvaises conditions de visibilité. Ça soulève une question, c'est quid des flottes de trottinettes en libre service? Est-ce que pour utiliser une trottinette Lime ou Bird la nuit dans Paris, est-ce qu'on va sanctionner par exemple les utilisateurs qui n'ont pas de gilet jaune alors que c'est quelqu'un qui sort d'un bar et qui prend une trottinette pour faire 1 kilomètre pour rentrer chez lui? Ça pourrait amener une autre conséquence, on pourrait dire aussi que les opérateurs de flotte en libre service fournissent l'équipement. De la même façon que quand vous louez un scooter en libre service, il y a un casque sous la selle, on pourrait imaginer qu'il y a un petit coffre avec un gilet, pourquoi pas à sortir quand vous utilisez la trottinette de nuit. Une autre possibilité, c'est aussi de dire, on arrête le free floating la nuit ou quand il fait mauvais. Ça, je sais pas bien comment ça se résoudra. C'est toujours le problème avec les textes de loi, il y a un décalage entre ce que dit le texte de façon très stricte, et puis évidemment la mise en pratique qui va être faite, et il n'est pas rare qu'il y ait des ajustements sur ce genre de choses. Okay, mais donc en tout cas, voilà ce qui est obligatoire au niveau des équipements. Pour le reste, venez comme vous êtes. Il n'y a pas de mesure particulière à prendre, si ce n'est avoir un engin qui dispose d'un éclairage avant-arrière et qui freine correctement. Ces points-là, notamment la présence de l'éclairage, son intensité et la capacité du freinage, sont des points qui feront l'objet de mesures de précision, mais qui n'entreront en vigueur qu'à partir de juillet 2020. Vous avez peut-être entendu ou lu par moment que certaines parties du décret n'entraient en vigueur qu'en juillet 2020, c'est celle-ci. Ce sont des articles qui vont préciser quelles sont les obligations des EDPM en matière d'éclairage et de freinage. Et ça, pour l'instant, c'est pas encore déterminé, d'où le délai jusqu'à 2020. Mais voilà, en attendant, du côté des équipements, finalement, c'est assez simple. Et puis, puisqu'on en est sur le côté comment s'équiper, on peut voir aussi comment ne pas s'équiper. La conduite d'un EDPM avec des écouteurs et de la musique dans les oreilles est interdite, et j'en profite au passage pour rappeler qu'il est interdit de conduire un EDPM quand on a moins de 12 ans, il est interdit d'être à deux sur un engin,
Et il est interdit de tracter avec un EDPM ou d'être tracté soi-même quand on est sur un EDPM. Donc une petite remorque derrière la trottinette pour ramener les courses par exemple, c'est interdit. Voilà, en principe on a à peu près fait le tour des grandes questions qui se posaient. Il reste certainement des tas de questions en suspens, cette vidéo est déjà très longue, je ne pouvais pas tout aborder. N'hésitez pas à utiliser les commentaires sur cette vidéo YouTube ou directement sur Giro News pour me poser vos questions. J'essaierai d'y apporter des réponses. Et puis je pense qu'on sera amené à revenir dans les prochains jours, soit par le biais d'un article, soit par le biais d'une vidéo, sur ces problématiques de mise en conformité et de limites par construction. C'est vraiment l'un des points les plus sensibles pour les utilisateurs, donc je pense qu'on en reparlera. D'ici là, roulez prudemment et à très bientôt!